Bonjour Caroline. Bonjour Isabelle. Nous allons participer aujourd'hui au protocole numéro 227 du département d'investigation de la team Grifasi. Plusieurs pays y participent afin d'avoir un protocole commun et des réponses à un protocole commun dont on pourra sortir les informations les plus qui ressortent le plus. L'enquête se compose de deux parties. D'abord des questions fixes, et là, à ce stade, je ne pourrai pas approfondir tes réponses. Et dans une deuxième partie, alors, je pourrai poser des questions en fonction des réponses apportées à la première partie. On pourra développer tout ça. Tu me confirmes que tu ne connais pas le sujet de l'investigation? Tout à fait Isabelle, je te le confirme. Ça marche. Quel type de décompte souhaites-tu? 5. D'accord. On y va? On y va. Tu prends une profonde respiration. Chaque chiffre sera un palier. À chaque palier, tu descendras un peu plus en profondeur, toujours plus en profondeur. Ça va? Oui, j'ai juste réglé le son. Merci. Tu veux que je recommence? Non, c'est bon, je te remercie. OK. Ça. Je vais commencer avec la première question. Je vais compter de 1 à 3. À 3, cherche les causes métaphysiques ésotériques communes aux maladies rares. 1, 2, 3. Que perçois-tu ou visualises-tu? Je perçois comme une pompe, une sorte d'aspirateur fréquentiel. Mais et pour ça, je vois aussi l'ADN se dérouler et il y a des sortes de petites plaques dessus. C'est ce sur quoi vont agir ces aspirateurs fréquentiels. Voilà ce que je perçois. Autre chose? Après, je perçois une autre image, heu, un vaisseau qui flotte dans le ciel. Il n'y en a pas qu'un seul d'ailleurs. C'est connecté à tout ça. Autre chose? Non, D'accord. À 3, quelles sont les causes et les facteurs qui contribuent au développement des maladies rares sur le plan physique? 1, 2, 3. j'ai 2 mots qui viennent, inflammation inflammation et là je vois la respiration qui est difficile. Donc c'est une respiration qui n'est pas fluide. L'inflammation,
plus au niveau du système digestif. Il y a ces 2 facteurs qui sont importants et après je capte énormément de stress, énormément de dysfonctionnement au niveau du système nerveux. Autre Non, chose? non. D'accord. À 3, comment perçois-tu la relation entre le corps, l'esprit et les émotions chez une personne atteinte d'une maladie rare? 1, 2, 3. C'est comme s'il y avait un découpage, tu vois? Tu es en train d'assembler un puzzle, mais le puzzle, tu n'arrives pas à l'assembler parce qu'il manque des toutes petites parties. C'est vraiment microscopique, c'est à peine visible. C'est vraiment, de l'ordre du, micromètre. C'est c'est comme s'il y avait une disjonction, heu, pour transmettre un influx nerveux, pour transmettre un paquet d'informations. Heu, la disjonction au niveau des des dendrites et des axones, heu, fait que la circulation de l'information à tous les niveaux a du mal à s'effectuer et ça peut amplifier aussi des réactions, émotionnelles puisque lorsque la circulation de l'information au niveau du cerveau, dans les connexions électriques se propage avec difficulté, il y a une difficulté d'expression de l'émotion qui souhaite être exprimée. C'est ce qui est en train de se dérouler comme ça devant moi. D'accord. Autre chose? Non. D'accord. À 3, observe maintenant les chakras et leur fonctionnement dans le développement des maladies rares. 1, 2, 3. Que perçois-tu? Alors je vois, différents chakras, heu, qui émettent leur propre fréquence. Et lorsqu'il y a une maladie rare, tous les chakras ne sont pas impactés. Mmh, le 2e et le 3e chakra, semblent être plus impactés que les autres. Heu, le tourbillonnement énergétique n'est pas le même, ni dans le même sens. Après, heu, alors je capte aussi, heu, en changeant d'ambiance, en étant dans la nature, il y a un échange qui est différent, parce que la nature, particulièrement un endroit où il y a des arbres, apaise ces dysfonctionnements, des 2 chakras 2 et 3. Heu, ils dysfonctionnent toujours, mais moins. D'accord. C'est l'interconnexion du vivant qui se met en place. Comme il y a comme s'il y a des capteurs au niveau des végétaux, quand ils vont capter une disharmonie, fréquentielle, heu,
ils vont envoyer des fréquences très particulières pour les rééquilibrer, ces disharmonies fréquentielles. OK. Autre chose? Non, OK. À 3, existe-t-il des caractéristiques communes qui distinguent la partie subliminale chez les personnes atteintes de maladies rares? 1, 2, 3. Que perçois-tu? alors je perçois une sorte de brouillard, heu, comme si c'était une grande cascade de brouillard, hem, au niveau des parties subliminales. Je perçois des sortes d'électrodes également. Tu peux préciser? Oui, alors les électrodes sont des sortes de rectangles de métal. J'appelle ça électrodes, parce qu'en fréquence, ce sont des électrodes. Heu, Ça ne leur appartient pas, ce n'est pas leur création. Ça va décharger des fréquences à plus ou moins forte intensité. Autre chose? Oui, c'est quand je dis à plus ou moins forte intensité, c'est comme pour moduler le dysfonctionnement qui va être engendré. Ça va être en fonction de la fréquence qui va être envoyée. Autre chose? Non, D'accord. À 3. Existe-t-il un lien entre l'hybridation et le clonage extraterrestre et les mutations génétiques dans le développement de maladies rares? Va en profondeur et dis-moi tout ce que tu perçois. 1, 2, 3. expérimentation génétique, laboratoire volant, machines sophistiquées, scanner informationnel, heu, test sur la fréquence et la force des télomères, captation génétique, test de résistance, technologie sophistiquée. Mmh. Voilà ce que je perçois. D'accord. Maintenant, à 3. Existe-t-il un lien entre les maladies rares et les techniques de manipulation mentale? 1, 2, 3. Indirectement, oui, ça se ça se concrétise avec des fréquences extérieures qui sont utilisées pour modifier la fréquence des cellules. Mais il n'y a pas que les fréquences électriques.
Il y a des fréquences vocales. C'est un ensemble qui permet d'avoir une action sur la matière. Ça reste des fréquences, mais à certains niveaux de calibrage, à une certaine intensité, avec une répétition. Bien précise. Autre chose? Non? D'accord. Dernière question. À 3, existe-t-il un lien entre les sujets définis comme des portails vivants et les maladies rares? 1, 2, 3. Ça dépend du degré de réceptivité aux fréquences. Ça dépend si certains gènes sont activés ou désactivés. Autre chose? Oui, ça dépend aussi de la fréquence du lieu de vie sur la planète. Plus la fréquence est élevée, moins c'est possible. Si la fréquence est basse, plus c'est possible. Effectuer des modifications. Autre chose? Non? D'accord. Alors nous allons maintenant passer aux questions libres et approfondir les réponses que tu as déjà données. Mhm. Tu as commencé par me parler de plaques sur l'ADN sur lesquelles agissaient les aspirateurs Oui. fréquentiels. Est-ce que tu peux développer un petit peu ce point? Alors, un aspirateur fréquentiel est forcément connecté à un vaisseau D'accord. euh, avec des appareils ultra sophistiqués qui clignotent partout en fonction des boutons qui sont sélectionnés. Une intensité particulière va être envoyée sur les plaques et va activer un certain type de maladie. Comment tu distingues les maladies en fonction de ce qui est envoyé par l'aspirateur? Ça dépend de la fréquence Mhm. et en même temps, la fréquence va se positionner sur certains types d'organes. Euh, et à un certain moment, la fréquence va être trop élevée. Ça va créer une disharmonie. Ça peut créer des rafraîchissements dans le corps. Quand la disharmonie est atteinte, un capteur qui s'allume sur une machine dans le vaisseau. Après, ça peut être relancé régulièrement. Ça dépend du résultat qui est souhaité. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux me dire plus précisément des plaques que tu as perçues sur l'ADN? Elles servent à scanner très D'accord. finement les fréquences dans une partie du corps bien spécifique. Et, si les fréquences sont à un bon niveau,
Il n'y aura pas besoin de déclencher d'impulsion supplémentaire. Si ça n'est pas le cas, heu, il va y avoir une réactivation avec tout le système qui a été mis en place depuis le vaisseau. Et que sont exactement ces plaques? Alors elles scannent et elles diffusent. Mais qu'est-ce qu'elles sont? Ça ressemble à des micro-puces. D'accord. Comment arrivent-elles? Elles ont été posées À quelle occasion? d'une interférence Que tu perçois à quel niveau? à tous les niveaux. Là, tu parles du niveau physique? À tous Tu es les sur le niveaux, plan physique et plan subliminal, c'est ça que tu veux dire? oui. D'accord. Et pour le plan physique, tu m'as parlé d'une inflammation et d'une respiration difficile, de Oui. stress. Est-ce que tu perçois autre chose par rapport à ce qui se passe sur le plan physique? Non. D'accord. La respiration difficile, tu voulais parler vraiment du système respiratoire, Alors la poumons, respiration difficile, ça va avoir un impact, sur tous les systèmes, du corps physique. C'est pour baisser le taux d'oxygénation, à tous les niveaux du corps physique. Ouais. d'accord, C'est un impact sur tous les systèmes. par la baisse de l'oxygène dans le sang, qui passe dans le sang, par le Oui, sang. oui, oui, c'est ça. D'accord. Du coup, la respiration cellulaire, comment perçois-tu la respiration cellulaire? Compliqué. Mmh. D'accord. Mmh. Tu m'as parlé également, au niveau, du cerveau, qu'il y avait, une difficulté à exprimer l'émotion. Est-ce que tu pourrais préciser ce qui se passe? Tu m'as parlé des dendrites et des axones. Oui, lorsqu'il y a une pensée qui est effectuée, il y a des influx nerveux qui circulent Mmh. et après il y a des messages qui vont aller jusqu'à un niveau très, très fin dans des cellules bien précises du corps. Là, pour la captation des émotions, c'est comme s'il y avait une disjonction, une rupture, hem, il y a une fluidité qui n'existe pas, heu, dans ce cas. Alors que sinon, lorsqu'il y a une pensée et une émotion qui est émise et qui s'exprime de manière fluide, là, c'est comme s'il y avait un nœud qui s'auto-alimente, ça fait le tour, ça tourne et ça tourne et ça c'est comme si ça pouvait déclencher des paquets de colère, mais c'est pas forcément de la colère, ça va déclencher, une émotion qui n'est pas, gérée. Ça peut être un cri, ça peut être, une angoisse, ça peut être une peur, ça peut être une colère, mais à la base, ça n'était pas du tout l'émotion qui était prévue, C'est ça. dans son expression, dans son mode d'expression premier. Est-ce que tu perçois des pathologies types par rapport à ça, qui vont se déclencher à cause de ça? Des pathologies où il y a des cris inexpliqués, des cris avec des tocs. Mmh. D'accord. Tu m'as parlé également, des chakras et du tourbillonnement énergétique était différent et dans un sens différent. Est-ce que tu peux me développer ces 2 éléments?
Le corps a beaucoup de plexus vibratoires et ces plexus vibratoires vont vibrer à des fréquences qui leur sont propres. Les principaux qui sont impactés, deuxième et troisième, n'ont pas leur fréquence habituelle, ni la couleur habituelle, ni le sens de circulation habituel. C'est pour créer une disharmonie avec les principales énergies utilisées par notre corps. Et aussi, c'est pour que nos émotions ne soient pas régulées correctement. Surtout, le troisième chakra est déréglé pour augmenter la problématique de régulation émotionnelle. C'est pour baisser encore plus les fréquences. Est-ce que la dérégulation émotionnelle est finalement un effet, commun à ces maladies rares? Oui, D'accord, c'est un oui, mode d'action qu'on retrouve en fait dans ce type d'intervention? oui, c'est un mode d'action commun. D'accord, Mais ça ne se voit pas toujours de manière très flagrante. Ça dépend de l'intensité de la dérégulation. d'accord. Quel est l'objectif majeur de cette dérégulation émotionnelle? Tester l'émotionnel en toutes circonstances, tester les réactions du corps, son endurance. Que font-ils de ce type d'informations? À quoi ça sert? Ça permet de voir sur quel curseur agir pour contrôler à distance l'être humain. D'accord. Quelle différence fais-tu entre une maladie rare, qui donc va toucher peu d'humains, et une maladie qui est largement répandue, style Alzheimer ou autre? Qu'est-ce qui fait que ces tests concernent très peu d'humains? Mmh. Ces tests vont conserver des informations stockées dans des sortes de petits boîtiers. Ces informations sont aussi en connexion avec une certaine génétique. Tu peux développer? Oui. Qu'est-ce que entends-tu par génétique? Alors, il y a des expressions de certains gènes qui vont être identifiés pour pouvoir faire ces tests, pour pouvoir déclencher ce type de maladie rare. Les personnes qui n'ont pas certains gènes ne vont pas déclencher ces maladies. Et, et aussi, il y a également une très forte sensibilité aux émotions qui permettent de compléter les paramètres de sélection pour ces maladies rares. Donc tous les corps physiques qui sont touchés par cette expérimentation ont au moins quelques séquences génétiques en commun? Certains types de séquences, oui, et une sensibilité requalifiée d'à fleur de peau. D'accord. Forte captation des fréquences.
Est-ce que les tests réalisés via les maladies rares sont utilisés ensuite pour développer d'autres maladies sur une plus large échelle? Non, Non? non. Alors, que font-ils plus précisément des informations? C'est retraité dans une machine pour faire d'autres tests qui n'ont pas été explorés. Pour l'instant, c'est un état de test. D'accord. Alors, ça ne se sert pas à développer d'autres maladies sur un plan global. Est-ce que ça sert quand même pour faire d'autres choses au plan de l'humanité, sur un plan plus large? Oui, ça sert pour voir euh, la résistance. La résistance euh, aux influx électriques et aux émotions. D'accord, donc ce sont ces tests-là qui finalement vont, ces résultats-là qui vont être utilisés pour le reste de l'humanité? Alors, ça va être utilisé, mais par région. Tu peux m'en dire plus? Oui, il y a différents types de tests. Ils sont adaptés en fonction de la carnation, de l'origine de l'être humain. Et les tests seront également interprétés en fonction de ces paramètres. D'accord. Alors, j'aimerais maintenant que on repasse au niveau, subliminal. Tu m'as parlé d'un brouillard que tu voyais en cascade. Est-ce que Oui. tu peux m'en dire un petit peu plus? C'est pour désorienter. C'est pour ce brouillard permet de désorienter, de créer une dissonance cognitive. Ce sont Mmh. des ondes à différents niveaux de fréquence. Et tu perçois, le même type d'intervention sur toutes les consciences qui, sont concernées par ce type d'expérimentation? Oui, D'accord. C'est un mode d'interférence? oui, D'accord. c'est un mode bien spécifique, bien précis d'interférence. Est-ce que ce mode particulier d'interférence a des conséquences particulières sur le corps physique? Alors ça va dépendre du lieu d'habitation, du corps physique, du lieu de vie. Ça va dépendre de la fréquence de son environnement. Euh, pour l'impact, s'il passe du temps dans la nature, en forêt, s'il est dans un environnement avec des très fortes fréquences, l'impact ne sera pas le même sur son corps physique. D'accord. Est-ce qu'il y a des impacts différents aussi en fonction, des continents, par exemple, de l'implantation sur la planète? Alors, les impacts sont différents en fonction des fréquences sur la planète, Mmh. en fonction de l'origine. L'impact ne sera pas le même si c'est un natif sur le continent concerné ou si c'est euh, un- une migration. L'impact D'accord. ne sera pas le même puisque la fréquence n'aura pas été calibrée
pour cette migration. D'accord. Combien de générations faut-il pour que l'effet soit le même? 5 générations. D'accord, au bout de 5 générations, en fait, on a les mêmes réactions. Oui. D'accord. Tu m'as parlé, également de tests, sur la fréquence, la force des télomères. Tu peux m'en dire plus? Mmh. Plus le télomère est fort, heu moins l'impact génétique sera visible. C'est pour ça que c'est important de faire des tests pour voir, si l'être humain est un bon sujet pour faire les tests ou si ses télomères sont trop forts. Et S'ils se oui, régénèrent s'ils se régénèrent, heu, trop vite, ça va compliquer les tests. et l'information qui ressort, c'est que les télomères sont plutôt forts ou plutôt faibles pour l'humanité? Les tests fonctionnent ou fonctionnent moins bien que prévu? Pas. C'est un peu plus compliqué, dans certains endroits de la planète. Lesquels? En France, Pourquoi? parce que nous sommes des vieilles souches. D'accord. Alors, quel est justement l'impact de ce fait que les souches génétiques soient plus anciennes? Comment ça fonctionne? C'est beaucoup plus résistant aux changements, quels qu'ils soient, de fréquence, chimiques, énergétiques, c'est plus résistant aux changements. Donc la génétique est plus compliquée à bouger, Oui, à modifier? oui. D'accord. Et d'une manière générale, au niveau de l'humanité, est-ce que les tests disent que, la génétique est assez facile à modifier ou plutôt difficile à modifier? Ça prend beaucoup de temps. En terrestre, ça donne quoi? Mmh, 100 ans? 100 ans. OK, Mmh. ça marche. Et du coup, est-ce que tu vois un impact différent de ces maladies rares en France? Oui, leur évolution est plus lente que pour les mêmes maladies rares, heu, sur d'autres endroits de la planète. Donc D'accord. ça Oui, complique un peu la durée des tests. d'accord. Qu'est-ce qui pardon. Qu'est-ce qui fait que, la génétique en France soit si, forte par son mélange? Pourquoi en France? Parce que nous sommes les précurseurs de beaucoup de choses, notamment les temps anciens. C'est-à-dire? C'est une génétique qui nous vient de très loin, qui a été calibrée pour résister à toutes les tempêtes fréquentielles. D'accord. Et pourquoi les trouve-t-on sur cet endroit de la planète? Parce que c'est le meilleur endroit pour expérimenter, la gestion de l'émotionnel. D'accord, pour quelle raison? Il y a une diversité des fréquences, du vivant, tout ce qui est vivant,
émet des fréquences Et quelle est la qui ressemblent aux émotions des êtres humains. mais qu'est-ce qui fait quelle est la caractéristique qui fait que c'est à cet endroit-là, en fait, de la planète? Juste, c'est pour l'harmonie des fréquences entre le végétal et le vivant. D'accord. Les fréquences de la planète permettent cette belle harmonie. Du coup, cette harmonie, forcément, va faire en sorte que le développement des maladies rares sera plus difficile. Oui. D'accord. Et alors, puisqu'on parle de cette harmonie, hem, tu m'as parlé tout à l'heure d'oxygénation. Mmh. Est-ce que, agir sur l'oxygénation cellulaire, justement, est un bon moyen de contrecarrer tout cela? C'est indispensable, hem, de trouver des solutions, qui puissent apporter plus d'oxygène. D'accord. Est-ce que ça peut être un moyen suffisant Indispensable, et suffisant? indispensable. D'accord. J'aimerais maintenant que l'on revienne sur ce que tu m'as dit en relation avec les techniques de manipulation mentale. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Tu m'as parlé de fréquences vocales, Oui, fréquences électriques. ah oui, c'est pour agir sur, l'expression des émotions, l'expression des mouvements, les mouvements des corps. Hem, il y a différents niveaux de fréquences qui vont agir à différents niveaux cellulaires et qui vont permettre de faire bouger, des strates différentes, du corps. C'est pas conscient, c'est vraiment, inconscient. C'est, un système d'émetteurs-récepteurs qui fait qu'en fonction du calibrage de chacun, les émotions, les mouvements vont être, différents. Ça va être les mêmes, mais ça dépend du calibrage de chacun, Mmh. du niveau énergétique de chacun. C'est pour ça que, la peur permet de baisser le niveau énergétique et permet d'avoir de plus grands résultats. Du coup, les techniques de manipulation mentale sont, une façon parmi d'autres, de tester, d'avoir des résultats dans les tests de maladies rares? Ça y contribue, Mmh. C'est une façon, parmi d'autres d'aborder les tests, oui, de faire ces tests? OK, oui. d'accord. C'est un paramètre en plus, mais qui peut être présent ou pas en fonction des tests effectués. Est-ce que tu perçois un lien entre, heu, l'importance donnée à l'émotion depuis le début que tu observes et le fait qu'on crée sa réalité avec l'émotion? C'est exactement ça. D'accord. Mmh. Et du coup, est-ce que tu perçois quelque chose en relation avec ces tests et ces actions sur le niveau émotionnel et la création de notre réalité, de la ligne temporelle? Et plus les fréquences sont basses, et plus la réalité de la ligne temporelle est basse Mmh. en fréquence, à quelque niveau que ce soit.
Donc en montant nos fréquences, la création de réalité se modifie. Oui. Mmh. Et une dernière question, j'aimerais revenir sur ce que tu m'as dit avec les portails vivants, au sujet des portails vivants. Oui. Tu m'as parlé du degré de résistivité aux fréquences. Tu peux m'en dire plus? C'est comme s'il y avait un code qui devait être craqué pour pouvoir aussi accéder à un niveau, de modification pour la génétique. Sur certains êtres, c'est possible, sur d'autres, ce n'est absolument pas réalisable. Quel type d'être? Un un être qui est créateur, qui est souverain en fréquence, sera beaucoup moins atteignable. D'accord. Tout à l'heure, tu m'as parlé des séquences communes pour pouvoir faire ces tests. Mmh. Est-ce que tu perçois ce type de séquence sur une conscience qui s'est libérée, qui est libre? Et qu'est-ce que ça change? Les séquences sont inversées D'accord, et lorsqu'il y a des fréquences qui arrivent sur ces séquences, comme elles sont inversées, il n'y a plus d'impact dans la matière. d'accord. La conscience est également maître de la partie génétique. Oui. Ça marche. Et qu'est-ce que tu perçois comme caractéristique propre au portail vivant par rapport à cette expérimentation? Un taux d'oxygénation plus bas que D'accord, la moyenne. d'accord. Donc ça rend l'expérimentation plus facile. Oui, Ok. Et ils ont également la possibilité d'augmenter l'oxygénation à partir du corps physique. oui. D'accord. Alors, je vais te proposer de revenir. Déconnecte de tout et de tous. Déconnecte de tout et de tous. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu rouvriras les yeux. 1, tu commences à bouger ton corps. 2, tu installes la fréquence qui te vient pour le reste de la journée. Et 3, tu rouvres les yeux. Comment vas-tu? Très bien, merci et toi? Très bien. Je te remercie beaucoup. Je te remercie également. Hem, je vais juste préciser avant de couper l'enregistrement, que suite une vidéo de Calogero Grifasi pour expliquer les tenants et les aboutissants des investigations, ce qu'on peut en déduire, ce qu'on ne peut pas en déduire. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla.
e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante
È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è
uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia
della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.